Salut Stéphane, Bonjour. bienvenue au Théâtre Poème. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, comment te présentes-tu? Ce que je fais dans la vie, eh bien, je suis disquaire, donc c'est assez simple, je suis disquaire. Voilà. Donc, Je vends des disques. et tu les achètes aussi. Et je les achète aussi, je suis marchand. Tu es marchand, Exactement. plutôt spécialisé. Moi, je ne vends que des disques vinyles et originaux, donc les éditions originales. Je ne vends pas de réédition. Donc c'est un peu atypique et c'est une sorte de niche dans le domaine de la musique. Et tu fais beaucoup d'écoutes, je suppose, ou tu as quand même un... Ah, j'ai un métier fantastique Ah oui. puisque je passe ma journée à écouter de la musique, donc c'est quand même un métier de passion. 8 heures par jour, je passe des disques dans mon magasin et oui, donc c'est assez chouette. C'est génial. Ça me permet d'élargir ma culture musicale aussi, et puis d'ailleurs de la faire en fait. Et de l'offrir Aux aux prospects, aux visiteurs, bien sûr. visiteurs. En Oui, permanence, chez toi, on entend de la musique, en fait. on entend de la musique, et puis c'est pas mon premier métier, donc c'est mon deuxième métier. Je travaillais dans l'internet avant, et donc j'ai remarqué qu'en étant disquaire, les gens qui rentrent chez toi, ils sont tous heureux. Tout le monde a la banane. Tu te disputes jamais avec un client. Les gens sont contents puisque c'est que de la passion. Et la passion, ça se partage et ça s'échange. Et donc c'est au contact des gens qui rentrent dans mon magasin que j'apprends sur la musique en fait. Donc c'est enrichissant. Ouais. Quelle œuvre a le plus influencé ta carrière? En tout cas, ta nouvelle carrière. Bon, l'œuvre musicale, c'est compliqué parce que la musique, il me semble, c'est quelque chose d'assez cyclique. Ça veut dire parfois je découvre un nouvel artiste qui m'enrichit pendant 6 mois, toutes ces collaborations, etc. Je navigue sur tout son spectre. Et puis quand j'ai l'impression d'être arrivé un petit peu au bout, la tension redescend. Et il y a un petit vide. Et puis il y a une nouvelle découverte et c'est reparti. Donc je vais dire que moi, la musique qui m'intéresse aujourd'hui à mon âge, c'est plutôt la musique un petit peu minimale, qu'elle soit classique ou contemporaine. Et un des artistes qui, pour moi, est important dans ma vie aujourd'hui, c'est par exemple Steve Reich et sa musique. Très bon choix. Très bon choix, oui. C'est Comme, aussi en lien avec la danse, tu vois, parce bien que sûr, oui. ça a été quand même pas mal utilisé dans les œuvres de Rosas, etc. Donc Oui. c'est ouais, c'est assez. Quelle œuvre t'a touché récemment? Justement, tu parles de la danse, mais pourquoi pas un concert ou J'ai une écoute? vu il y a quelques œuvre musicale, écoute, il y a un disque que j'adore qui est Love Supreme de John Coltrane, qui est un disque que je pense plein de gens connaissent bien. Et donc oui, je sais pas si je pourrais le chanter, mais je pourrais le chanter. Et je l'ai vu danser il y a pas très longtemps. Et ça a amené une couche supplémentaire à mon amour pour ce disque. Donc tout d'un coup, j'ai compris encore plus la musique en la voyant danser, Bien sûr. qui est assez, c'était nouveau pour moi. Ben, Et c'est ce donc que voilà, permet le mélange des genres, en fait. Oui, ça transcende en fait ce que tu connaissais déjà par exactement. l'oreille, par l'ouïe, en fait. Ouais. Exactement, et de voir l'expression corporelle sur la musique que j'adore, ça a amené une emphase Ouais. absolument incroyable. Et donc, voilà, ça c'était un choc. Actuellement, on quitte un peu la musique. Quel est le livre qui se trouve sur ta table de nuit? Pour l'instant, je lis la biographie de Rita Mitsuko. C'est génial. Non, c'est pas très Mais intéressant. c'est génial. Voilà. Moi, je trouve Tu ça me intéressant. demandais, Mais c'est non, bien. j'aurais dû y penser, j'aurais dû préparer d'autres livres Et sur ma table de merde, chevet. si j'avais su. Oui, et J'aurais mis donc ouais, Spinoza ou... c'est rigolo, c'est une époque, c'est l'Erita Mitsuko, c'est quand même ma jeunesse aussi, donc c'est Ah, ça a bercé nos soirées. Enfin, voilà. bercé, c'est un grand mot. Ouais. Plus toutes les légendes quand même, c'était une actrice porno, puis la Ouais. drogue, la fête, enfin ouais, Mais quelle chouette, personnalité extraordinaire. fantastique. Ouais. Et puis quelle musique aussi. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce livre, c'est plutôt bon, évidemment, il y a la musique, on connaît l'Erita Mitsuko, mais c'est le parcours, tu vois. Ils n'étaient pas prédestinés à faire une vraie carrière et à trouver des producteurs qui les suivent. Et donc, c'est ça qui est chouette. Je Oui. pense qu'il a fort changé par rapport à l'industrie aujourd'hui. Il y avait une autre chance à l'époque, d'autres voies possibles pour y arriver. Ah, clairement, je pense que les labels et l'industrie prenaient beaucoup plus de risques qu'elle ne le fait aujourd'hui. Oui, c'est pas faux. Imaginons que tu puisses t'entretenir avec une ou un artiste mort aujourd'hui pendant une soirée.
Ça, c'est dur. Tu peux en citer quelques-uns, mais... Une soirée, m'entretenir ou l'écouter jouer? Ah non, t'entretenir. Entretenir, Ah donc oui, oui. discuter. Après le spectacle, un soir, chez toi à la maison ou dans un bar, tu rencontres cette personne et voilà, Tu sais quoi, je pense que j'aimerais bien passer une soirée avec Boris Vian. extraordinaire. Je pense que ce serait très drôle et on parlerait de musique et on boirait des coups. C'est fou parce que quand je pose cette question, souvent je m'attends à toute autre chose. Et puis j'ai Jacques Brel, Boris Vian. En fait, j'ai des personnalités comme ça qui sont Humaine, en fait. humaines, exactement. Ce sont Ouais. des gens très, très proches de nous, en fait. Ouais. C'est vrai, hein. Boris Vian, il est important dans la musique. Il a fait beaucoup pour le jazz. Il a écrit beaucoup de jaquettes, donc de dos, de couvertures, de pochettes de disques. Il a introduit Miles Davis en France. Enfin, Exactement. donc il est important. Et c'était un bon trompettiste. Oui, Donc exactement. le jazz est aussi présent dans son écriture, en fait. Oui. Journaliste pour le jazz. d'ailleurs. Journaliste, Oui. oui, critique. Critique positive, c'est ça qui est bien. Oui. Ouais. Je sais que tu n'es pas dans le milieu, impliqué immédiatement dans le milieu artistique, mais comment tu envisages l'avenir? Peut-être du disque, justement, des platines, de ce que tu proposes. J'ai un regard assez cynique sur la chose, donc j'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais C'est bien de l'entendre. écoute, moi, ce qu'il me semble, c'est qu'aujourd'hui, donc par rapport à la musique que moi j'écoute, ou en tout cas, elle était faite par des musiciens. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la musique, elle est faite par des producteurs, donc c'est très différent. Euh, Moi, je rencontre plein de jeunes musiciens qui me disent oui, j'arrive pas, je joue une fois tous les 6 mois. Donc je dis mais pourquoi tu prends pas ta guitare et joue quoi? Oui, non, il me faut une scène. Enfin, tout ça est très compliqué. Alors que quand moi je lis l'histoire de la musique, les gens qui voulaient faire de la musique, ils en faisaient quoi. Donc je trouve que la philosophie est très différente. Ce qui a fort changé évidemment, c'est le numérique et la manière de consommer la musique. À l'époque, un album, c'était une œuvre complète, c'était 30 minutes de musique, une pochette, des photos, une playlist. Donc c'était une œuvre complexe et la commercialisation, c'était sur 1 ou 2 ans, parfois un album. Aujourd'hui, on fait un morceau, on le télécharge, le lendemain, il est obsolète, il faut en faire un nouveau. Donc tout ça est très complexe aujourd'hui et je pense que les artistes vivent mal en fait. Donc j'ai l'impression qu'on a besoin d'un retour à une pratique plus ancienne, c'est-à-dire plus de scène, plus de spontanéité et moins d'attitude. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui prennent la pause, mais leur musique, elle est franchement merdique, quoi. Plus d'authenticité, Plus de sentiment. d'immédiateté en fait. Oui, et donc il y a ça, et puis il y a le contenu. Musicalement, bon, il y a des grands artistes, des grands paroliers, etc. Puis il y a eu le rap, le sample, etc. Tout au début du sample, c'était fantastique. Ma génération, enfin le hip-hop que j'écoutais, c'est-à-dire fin des années 80, donc le old school, on va dire. Dans une chanson, il samplait 40 morceaux, donc c'était extrêmement riche musicalement. Aujourd'hui, tu vois la musique, s'il y a 2 samples à cause des droits, de la gestion des droits, ce qui est normal. Donc ça veut dire que finalement, la musique, elle est beaucoup plus pauvre et moins riche. Mhm. Et les textes, les contenus sont aussi assez, je sais pas, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quand tu écoutes les textes qui passent aujourd'hui, c'est pathétique. Et donc c'est un peu décevant, je trouve. Alors il y a évidemment des exceptions, il y a plein d'artistes fantastiques, il y a plein de musiciens géniaux, mais je trouve ce qu'on écoute à la radio, c'est assez faible, quoi. Oui. Donc l'avenir, c'est plus de musique, plus de musiciens, et sans doute plus de spontanéité, d'honnêteté, quoi, moins d'attitude, moins de Star Academy. Exactement. Et donc, malgré tout, pour toi, la scène reste importante, le spectacle vivant, Mais c'est le plus important. dans Ce n'est- l'immédiateté en fait, c'est ça. D'abord, ce que tu reçois toi comme spectateur, l'expérience est, enfin, oui, c'est unique. Euh, et puis, je pense que pour la pratique des musiciens et des artistes, c'est fondamental aujourd'hui, puisque d'abord, c'est là qu'ils ont leur source de revenus, c'est comme ça qu'ils gagnent un public, qu'ils gagnent en renommée, et puis c'est là qu'ils pratiquent leur art, c'est pas en studio, quoi. Oui, c'est juste. Et le contact après spectacle aussi est Oui, les hyper échanges, important, enfin bien tout sûr. ça, Bon, ce qui est dur aujourd'hui, c'est que les scènes de musique, c'est des scènes où il y a 100 000 personnes
Ils sont tous en torse nu avec des chopes de bière, donc ok, c'est un peu les festivals, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Je pense que moi, j'ai eu la chance de voir des concerts de Prince dans des salles où il y avait 200 places, et le gars faisait 3 sets différents en une nuit. Ouais, ouais, C'est une autre dimension, ça. c'était ça la classe totale, Oui. quoi. Ouais. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Prince, Oui, c'était peu juste importe, ça, on quoi. parle de l'artiste face à son public, bien sûr. Ouais. Et donc les clubs de jazz historiques, c'est ça, c'était des petits endroits, c'est pas des grandes salles. Il faut Exactement. qu'il y ait ce rapport intime. On est bien d'accord. Tu nous as apporté quelques Oui, disques. j'ai apporté quelques disques. Est-ce que tu peux en choisir peut-être 3, là, Ouais, ouais. nous montrer les pochettes, nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi ceux-là, et puis on présentera la playlist que tu nous as faite aujourd'hui à la fin de la vidéo, pour que tout le monde puisse écouter librement Avec grand les plaisir. choses. Je te laisse ta carte blanche sur... Ok. Alors, j'ai commencé par ce disque-ci, qui est Gavin Bryars, The Sinking of the Titanic. Pour moi, c'est un disque assez important pour plein de raisons. L'exemplaire que j'ai en main, c'est, puisque c'est ça mon métier, c'est de vendre des disques rares et de collection, donc je fais un peu l'article. Donc c'est le premier pressage sur le label Obscure, qui est un label qui a été monté par Brian Eno début des années 70. Il a produit 10 disques sur son label qui ont toute la même pochette avec juste le timbre qui se déplace. C'est un disque important parce que Gavin Bryars, historiquement, c'est un bassiste, un contrebassiste de jazz. Et puis, dans la fin des années 60, début septembre, il a fait 2 œuvres majeures qui sont le Sinking of the Titanic et l'autre face, Jesus Blood Fail Me. Et c'est une œuvre minimale. Et donc, l'axiome de base, c'est il s'est demandé ce que jouait l'orchestre du Titanic pendant que le bateau coule. Puisqu'il paraît, il y a eu des témoignages que pendant que le bateau coulait, il y avait un orchestre qui jouait un morceau qui s'appelle Autumn, dont on a peu de traces, et que jusqu'à la fin, l'orchestre a joué. Et donc il a réinventé une pièce. C'est intéressant parce que c'est extrêmement lent, extrêmement poétique évidemment, qu'il fait usage aussi à l'époque de son et de tape, et donc c'est pour l'époque expérimental. Et je trouve ça intéressant par rapport à l'époque où on vit, où je me dis mais en fait c'est assez... c'est une belle métaphore de la situation dans laquelle on est, le bateau coule. Et heureusement, il y a des artistes qui continuent à jouer pour nous donner du baume au cœur, et c'est ça la beauté de l'art, quoi. Et donc, c'est un disque fantastique. Il a été enregistré 3 fois, je pense, officiellement. Donc, il a été écrit 3 fois. C'est un morceau qui, sur le disque, dure 18 minutes, mais qui a été joué à Londres pendant 24 heures. Donc, l'orchestre... il tournait et le public aussi, puis il dormait, tournait, revenait après le petit déjeuner, après le déjeuner, parce qu'on ne sait pas combien de temps le bateau a mis pour couler. C'est génial comme Oui, c'est concept, génial. oui. Et l'autre face, qui est Jesus Blood Never Fail Me, c'est aussi un morceau fantastique et qu'on a eu la chance de voir dans les années 90 en Belgique jouer dans une piscine, les Bains Baden, et chanté par Tom Waits. Ah oui. Oui. Et donc en Belgique, ça a été joué début 90, chanté par Tom Waits. Et donc c'est pour moi un disque mythique qui reprend aussi ce label de Eno qui est obscur et vraiment intéressant. C'est là-dessus qu'il a fait son premier Discrete Music, donc qui est vraiment le lancement de l'ambient. Là-dessus, il y a le Penguin Café Orchestra, il y a des œuvres de John Cage, magnifique. Et il y a 10 disques, donc il ne faut pas s'en priver. Alors après, j'ai pris un deuxième disque qui est extrêmement rare, qui est The Story of Moondog, donc c'est un disque de Moondog. Moondog, c'est cet artiste compositeur aveugle, compositeur et musicien, donc qui venait du Kansas, qui a joué avec un bâton de dynamite à 16 ans, et donc il est devenu aveugle. Il a composé de la musique, joué de la musique. Il s'est retrouvé dans les rues de New York, sur la 6e avenue, et comme il avait une longue barbe et qu'il mettait toujours une cape, les gens l'appelaient Jésus, donc il n'avait pas envie de ça, il a mis un casque avec des cornes vikings,
Et donc c'est devenu le Viking de la 6e avenue. C'est extraordinaire. Et il était connu. Donc les gens, quand on arrivait à New York, fin des années 50, qu'on disait je veux aller voir le Viking de la 6e avenue, on savait où était ce type qui vivait dans la rue, qui vendait sa musique, qui vendait des poèmes. Mais en fait, c'est un énorme compositeur qui a influencé toute la musique minimale. Donc John Cage, Steve Reich, Terry Riley, Philip Glass. Il a vécu pendant une année avec Philip Glass. Il a inventé des instruments de musique. Ce disque-là est assez rare parce qu'il a une pochette qui a été faite par Andy Warhol. En fait, c'est sa mère, Andy Warhol, qui écrit. C'est Andy Warhol qui a fait le concept graphique. Ça a été édité sur un label, on parlait de Prestige, qui est un label de jazz, qui était le label de Miles Davis. Et quand on écoute cette musique qui était un échec commercial retentissant, puisque ça ne rentrait dans aucune case, on peut se dire quand même que des producteurs étaient assez fous que pour produire des disques sur leur label et de prendre des risques. Et Frank Zappa d'ailleurs disait, c'est assez drôle, il disait qu'à l'époque, dans les années 60, 70, quand Frank Zappa faisait de la musique, t'arrivais dans un label, t'avais un vieux mec qui fumait un gros cigare, qui avait un costume 3 pièces, une cravate. Il voyait des jeunes chevelus qui arrivaient, qui disaient, moi je veux faire un disque. Le gars écoutait la musique, il disait, je comprends rien, on va essayer, peut-être ça va marcher. Aujourd'hui, quand t'arrives dans un label de musique, t'as un jeune barbu tatoué, on lui dit voilà, je veux faire de la musique. Non, ça marchera pas, je connais tout, laisse tomber, ça marchera pas. Et donc c'est assez dingue que les gars finalement qui ne comprenaient pas la musique qui passait prenaient plus de risques que les gars qui aujourd'hui sont censés la comprendre. Oui. Tu ne crois pas que c'est parce que les artistes eux-mêmes étaient fort impliqués dans la production aussi, et donc il y avait une espèce, ils mettaient à disposition une partie de leurs fonds propres pour pouvoir aider la jeune scène et leur dire ben voilà, une forme ils se mettaient à la place du producteur eux-mêmes en disant ben voilà, on les lance. Et comme on fait aujourd'hui un petit peu dans le milieu de la start-up en disant il y en a bien 1 sur 10 qui va prendre. Qu'aujourd'hui, on ne prend pas ce risque-là dans le milieu artistique. Non, exactement. Tu vois ? Oui, mais je veux dire aussi, aujourd'hui, dans le milieu artistique, on a vu qu'il y a quelques artistes qui ont percé, pas beaucoup. Hein. Oui. Il y en a qui percent et qui rapportent beaucoup de sous. Bien Donc sûr, les producteurs bien sûr. ont bien fait de miser dessus. Oui. Je crois que ce qui est difficile aujourd'hui pour la production, c'est l'immédiateté. Donc c'est ce dont on parlait juste avant, c'est que on veut que tout aille très vite, tout de suite. Oui. Et donc un artiste, il sort un titre, ça marche pas, on n'en télécharge pas 1 million de copies, on le jette. On passe. Oui. Ouais. À l'époque, je pense que les gars prenaient des risques en disant ok, c'est une carrière sur laquelle on Bien mise. sûr. Et donc peut-être le premier disque sera pas un succès, peut-être le deuxième non plus, mais au troisième, peut-être ça fonctionnera. Exactement. Et c'est souvent ce qui s'est passé. Il y a des disques qui ont été des échecs commerciaux, et puis 20 ans après, on s'est aperçu que c'était des merveilles. C'était des bombes, exactement. Ouais. Il y a pas mal de titres aujourd'hui qu'on entend encore qui ont fait l'objet de ce destin-là, exactement. Et donc je pense que dans ce cadre-là, tu vois, quand tu as un label de jazz typique, Prestige, il y avait Blue Note, Prestige et Verve, c'était les 3 labels new-yorkais d'exception. Quand un producteur voit arriver le Viking de la 6e avenue, qui a une musique extrêmement conceptuelle, minimale, différente, qui ne rentre dans aucune case et qui dit « Ok, je vais lui produire ». Et ils ont produit 3 disques. On parle de la fin des années 50. Et d'ailleurs, je vais faire la cover par Andy Warhol. Oui, ce gars a tout compris. Il a pris tous les risques. Et ça a été un échec jusqu'à la mort de Moondog, qui est mort dans la fin des années 90. C'est genre vers 2000, 2005... que les DJ ont resamplé, que Moondog a été redécouvert, qu'il y a des interprètes qui ont rejoué, à part les gens qui étaient vraiment dans le milieu musical, mais donc qui est redevenu populaire, et la jeunesse aujourd'hui apprécie Moondog. D'où l'importance du DJing aussi, et de ces gens-là qui faisaient une recherche musicale importante pour aller justement trouver des samples et des sons, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Et s'ils ont été chercher ça, c'est que finalement, il y avait quand même quelque chose de bon, de la matière. Voilà. Absolument. Heureusement que ça existait. Dans la musique, tout est recyclé de toute façon. Hein. Oui. Et donc j'ai un 3e disque, c'était pour finir un peu plus joyeusement, qui est un album George Ben, brésilien. C'est un disque qui date de 1972. Ce disque est assez fantastique pour moi d'abord parce que je l'écoutais en venant, en marchant dans la rue, donc c'était quand même... ça donne la pêche. J'aime George Ben parce que je trouve qu'il n'y a aucune agressivité dans sa musique. C'est une berceuse, c'est pas une berceuse, la musique est rythmée, dynamique, mais lui n'a aucune agressivité, donc il y a un ton, sa voix est douce, enfin il y a quelque chose de superbe. Sur ce disque aussi, il y a 2 titres, Fio Maravilla, qui est extrêmement connu, qui est en hommage à un joueur de foot, je déteste le foot, mais pour ça va, et Taj Mahal, tu l'as flashé. Taj Mahal, qui est un morceau
hyper connu et qui a été piqué par Rod Stewart. Ah oui. Et donc il y a eu un grand procès à l'époque, ils se sont arrangés finalement. Rod Stewart a dit ah, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, c'est un hasard si je t'ai copié, ça arrive peut-être. Et donc je pense que ça a fait beaucoup de bien à George Ben qui a, j'imagine, gagné pas mal d'argent grâce à ça. Grâce au fait qu'il a été plagié par Rod Stewart de Do You Think I'm Sexy, Oui, qui est quand même ah oui, qui est énorme un tube. et qui a Oui, fait la carrière de Rod Stewart, mais en fait exactement. il l'avait pompé à George Ben et à ce disque. Oui. C'est un recyclage pas très honnête, on va dire. Non, mais tu sais, le monde de la musique, c'est aussi un monde un peu de requins, ils sont pas tous super honnêtes. C'est vrai? Tu Oui, m'apprends quelque chose, je l'ignorais. voilà. Ce sont Ok. 3 beaux disques. Merci beaucoup. Question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de... qui n'a rien à voir et en même temps que je trouve intéressante de poser, parce que ça peut inspirer, au-delà de l'inspirer. Quel est ton parfum favori? Mon parfum favori. Un parfum. Quelque chose qui t'inspire, qui te remplit les poumons, qui te donne envie d'avancer. Étonnamment, moi j'aime bien le parfum du chardonnay. C'est un très bon parfum. C'est un parfum qui pique un peu au nez parfois, mais oui. Mais le chardonnay encore sur pied ou Non, non, le vinifié? chardonnay en verre. Ah voilà, c'est ça, oui. Merci Stéphane. Avec plaisir.